There's a French director named Jean-Pierre Melville. He did a whole series of crime films, always like set in Paris or Marseille or something, that were basically the Warner Brothers Bogart Cagney films, all right, but completely set to this like French Parisian rhythm. And they started like Alain Delon or Jean-Paul Belmondo, you know. Right. And they're great. And they work very much in the same way that like Sergio Leone's films do, where they take a genre that like, we know left, right, forwards, up and down and backwards. But they do it with a whole different style and a whole different perspective. And here they've basically reinvented the genre. They've created something new that didn't exist before. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Bangkok, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte Jean Weber, le tueur de ces dames, et mes podcasteurs à gages sont... Laurent Vachaud, c'est une tuerie ce podcast. Philippe Sedbon, je ne podcaste jamais. Jamais vraiment. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le samouraï sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour tuer le game et parler ensemble du Samouraï 1967, réalisé par Jean-Pierre Melville, 1967, année dominée au box-office par des films qui se terminent en art, Oscar et 12 salopards. Cette année voit également naître Pamela Anderson et Vin Diesel. I don't have friends, I got family. Et s'éteindre le grand Toto et Claude Rains, l'homme invisible qui disparaît à tout jamais. Mais avant toute chose, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de follower, de partager, de commenter et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, surtout sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, Philippe Sedbon, qui a babysité le petit Alain Delon quand il était bébé, nous résume le film en quelques mots, comme si nous étions un gros producteur belge une fois dans un ascenseur entre deux étages, le fameux pitch. Jeff Costello, qui est un tueur à gages, qui habite un petit appartement pourri avec un canari, est sur un contrat, donc il va descendre proprement un tenancier de boîte de nuit. Seulement, il s'y prend pas très bien pour une fois, je sais pas pourquoi. Son premier contrat qu'on voit, c'est complètement foireux, tout le monde le reconnaît, tout le monde le voit. Donc il s'enfuit et il est poursuivi à la fois par la police et par ses employeurs qui trouvent qu'il a pas très bien bossé, ce qui n'est pas faux. Et donc voilà, après le film, c'est comment il va survivre, comment avec tous ses ennemis, comment il va tomber plus ou moins amoureux d'une pianiste qui ne l'a pas dénoncé au moment de l'identification. Et voilà, et c'est l'histoire de ce brave garçon qui, au fond, dont au fond, on ne sait rien à part son nom, Jeff Costello. Forbid empathy. Empathy is weakness. There's something inside you. Alain Delon, Chad, je crois que c'était une référence pour John Wick. On le voit Absolument. ici, dans les films de Melville. The coolest guy ever. Le gars le plus Ah oui, c'est cool vrai qui soit. Mais pourquoi Non, dans il est très très l'attitude, cool. c'est- Samouraï. Ça, c'est du pitch, c'est un métier. Et maintenant, le grand inquisiteur de Kinopod, Torquay Vachaud, nous raconte la genèse du classique de Jean-Pierre Melville. À la genèse, c'est simple, hein, c'est Melville qui a décidé d'écrire un jour un scénario. Alors, il disait que dans les entretiens, il y a un livre d'entretien avec Melville que je recommande, qui est fait par un critique qui s'appelle Rui Nogueira, qu'on trouve facilement aujourd'hui, il est réédité. Melville racontait qu'il voulait raconter en fait l'histoire d'un schizophrène, hein. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il voyait le personnage de Jeff Costello, et il s'était vaguement inspiré d'un film avec Alan Ladd, qui s'appelle Tueur à gages, Gun for Hire. Et donc, il l'a rendu, vraiment, il a lu des livres, il raconte avoir lu des livres sur la schizophrénie, vraiment de long en large, pour essayer d'imprimer au personnage de Jeff des caractères du schizophrène, parce qu'il pense que le tueur à gages est un personnage schizophrène. Et il a raconté comme tous les artistes sont des paranoïaques, il définissait le samouraï comme le portrait d'un schizophrène par un paranoïaque.
Et donc, en fait, il y a plein de caractéristiques bon, qu'on voit pas, qui sautent pas forcément aux yeux hein, quand on regarde le film, mais disons qu'il y a des petits détails qui montrent, par exemple, la ritualisation des actes. Hein, c'est-à-dire que la vie du personnage de Jeff Costello est un petit peu organisée avec des rituels comme ça, qui, d'après Melville, rapprochaient les hommes des animaux un petit peu, hein, parce que les animaux ont des rituels. Donc tout ce truc comme ça, on voit bien hein, quand ils volent la voiture avec les clés comme ça, il y a une espèce de rite hein, qu'il a. Et il disait aussi que, en fait, il fallait que psychologiquement, quand il va tuer quelqu'un, il fallait qu'il se trouve une autre motivation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on le voit voler une voiture avant d'aller tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il fallait toujours accompagner le meurtre d'un autre acte. C'est-à-dire, donc c'est souvent en deux temps. Hein, c'est-à-dire la mission du samouraï, on voit il y a deux actes. C'est-à-dire il y a le vol de la voiture qui est très ritualisé, où on voit cette espèce de trousseau de clés, là où il y a 250 clés comme ça qui servent à essayer de faire démarrer la voiture. C'est d'ailleurs assez improbable, hein, parce qu'on se dit le temps que ça doit prendre. Et d'ailleurs, on voit après la police hein, qui est elle-même vraiment mise en parallèle avec le personnage du samouraï, puisque le flic et le tueur sont souvent des personnages très voisins hein, dans les films de Melville. Et on voit que les flics, quand ils rentrent chez lui, ils ont un peu hein, le même rythme. Enfin, ils ont des clés comme ça plusieurs clés qu'ils utilisent pour essayer de forcer la porte de rentrer dans son appartement. Donc voilà, c'est un film qui est vraiment placé sous le signe des rituels hein, et je te dis de la caractéristique du schizophrène, c'est-à-dire c'est un portrait d'un schizophrène. Et c'est pour ça que ce film serait si influentiel et plairait à des metteurs en scène, bien sûr, comme Michael Mann ou John Woo, et les inspirerait, parce que c'est ce côté, effectivement, le processus, la minutie, aussi bien d'un tueur que d'un casseur de coffre-fort. Et on a au départ donc un livre de Joan MacLeod qui s'appelle The Ronin. Le Ronin étant donc un samouraï sans maître. Est-ce que tu as vu Tueur à gages, toi, avec Alan Ladd en 42, qui paraît-il est vraiment très très proche du film de Melville? Je l'ai vu à sa sortie, oui. Oui, moi je l'ai vu aussi. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas mal, mais c'est beaucoup moins Le épuré. rapport, disons que le rapport évident entre les deux films, c'est le côté visage angélique du tueur et la juvénilité et l'imperméable, le look impair, chapeau mou, etc. Donc ça, c'est vraiment la Qu'on relation. retrouve chez Melville, qui est ce look du film noir, effectivement, puisque bon, on va parler un petit peu de l'art Et ce qui est gallo-romain. marrant, c'est que le roman, il n'est pas du tout crédité hein, au générique. Il n'y a pas du tout Non. mention que c'est tiré d'un roman. Hein. C'est fou, mais c'est vrai que ce que je parle d'art gallo-romain, c'est comme le yéyé, c'est tout d'un coup, il prend les films policiers qu'il a vus et qu'il a aimés au cinéma, et il en fait une version française, comme les Italiens qui font le giallo pour les films d'horreur, pour le slasher, et c'est pour ça que tout d'un coup, il réinvente le genre, un petit peu comme le ferait aussi Léon avec le western, et c'est pour ça Enfin, qu'il est devenu... ça fait un moment déjà qu'il fait ça. Hein. Je veux dire, il en est pas à son premier polar, mais simplement que là, je trouve qu'il y a, pour la première fois, il y a une sorte d'épure. Puis je crois que c'est surtout, est-ce que c'est pas son premier film de gangster en couleur, non? Je crois pas, je crois, non? Si, je crois. Oui, Parce oui. que sinon, les autres, le deuxième souffle, tout ça, c'était encore le noir et blanc. L'aîné des fers chauds, c'est pas vraiment un film de gangster, tu vois. Donc, non, je crois que ça doit être la première fois qu'on voit quand même il fait des recherches hein, sur un peu pour rendre, enlever les couleurs vives, pour faire une sorte de film complètement monochrome, un peu, hein, comme ça. Et ça va se Ouais. suivre dans les films d'après, dans L'Armée des Ombres et Le Cercle Rouge. C'est ça la modernité du film, je veux dire, à part en fait cet étrange chapeau qu'a Delon à travers tout le film, qui est difficile à porter même pour le plus bel homme du monde. Je trouve que ça fait un peu, c'est un peu étrange. Il y a le même problème avec Fassbender dans The Killer, dont on va parler aussi de Fincher, c'est que c'est des gens qui sont incroyablement repérables avec ce chapeau, si tu veux, dans une société en plus française où le chapeau disparaît petit à petit. Ça donne lieu à une très très belle scène dans ce commissariat où tout d'un coup tout le monde essaye les chapeaux et les imperméables. On a l'impression d'être dans un tableau de Magritte vivant, si tu veux. Et ça, c'est tout le talent de Melville. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ridicule, ça, je trouve. Et tout d'un coup, quand Delon est en t-shirt dans sa cuisine et commence à se soigner, il est incroyablement moderne. Ça pourrait être un truc que tu vois sur Instagram, quoi, tout d'un coup. Oui, moi, en voyant le film, là, j'ai trouvé que ça avait pas vieilli, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement vieilli. Quand c'est sorti, je me souviens, moi, j'étais pas là enfin, j'étais trop jeune pour en parler, pour l'avoir vu à l'époque. Mais je me souviens que moi, la génération de mes parents, tout ça, déjà, les gens étaient très frappés de voir ces mecs circuler en bagnole américaine, avoir
Enfin, à la fois, ça fascinait, mais on trouvait ça un peu ridicule. Et curieusement, ça a permis au film de bien vieillir, en fait, parce que ça, t'as tous les signes de l'époque, enfin, c'est-à-dire les années 60, qui sont complètement qui sont gommés, quoi. C'est-à-dire, on est dans une sorte d'intemporalité. Ça pourrait se dérouler dans les années 40, 50. Enfin, c'est pas du tout daté. C'est-à-dire que c'est tellement abstrait que finalement, il arrive à échapper un peu au temps en se situant dans une espèce de zone comme ça, Un pas peu ce que définie. fait un peu Chinatown aussi, où tout d'un coup tu as les années 40 à travers le prisme des années 70. Non, mais Ah, moi, Chinatown, t'as quand même des chansons d'époque, t'as quand même de la musique de l'époque. Là, la Ouais, musique qu'on entend, c'est pas la musique des années 60. T'entends pas de c'est vrai. chansons Mm. des années 60. Ce qu'on entend dans le nightclub, c'est des trucs, tu vois, Mm. vraiment extrêmement. C'est du jazz, un peu. C'est pas spécialement de la musique des années 60. Et bon, il y a quand même sûrement quelques robes des femmes, tout ça, qui doivent être François de datées. Roubaix dont on va parler. Mais Philippe, tu disais de façon intéressante que tu as un peu redécouvert le film aussi. Moi j'avoue que je l'ai complètement découvert parce que je l'avais pas vraiment vu avant en fait. Parce que moi, je l'ai redécouvert dans le sens, c'est un film auquel j'ai jamais été vraiment attaché. J'ai toujours compris la démarche de Melville, qui était d'américaniser un polar français, qui est émouvant en fait, parce que tu sens l'effort d'un créateur qui veut insérer ce qu'il aime dans le cinéma américain dans un cinéma français qui au fond n'a rien à voir. Et Mm. je trouve que c'est presque émouvant. C'est-à-dire, voilà, ça rend aujourd'hui, par le regard qu'on peut avoir aujourd'hui, le film, c'est un bel effort, quoi. Oui, mais C'est ça, il le fait touchant. déjà il le fait depuis des années, ça. Tu vois, quand tu regardes Deux hommes dans Manhattan, ou quand tu regardes, par exemple, L'aîné des fers chauds, c'est censé être tourné aux États-Unis, alors qu'il a tourné Oui, dans des oui. routes de France, tu vois, sur des autoroutes, comme un Mais peu Clouseau quand il fait Le salaire de la peur, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait tourné exactement. en France des extérieurs qui Mais ressemblaient un peu aux États-Unis, qui mon mélangeaient père m'a après dit, avec des paysages américains, quoi. c'est vrai. Mon père m'a dit que quand Melville voulait passer inaperçu, incognito, il enlevait son chapeau de cow-boy et ses lunettes noires. Donc là, c'est un type qui a rêvé. La clé, en fait, c'est dans son look. C'est un type qui s'est rêvé un Ah oui. personnage et il a rêvé ses films aussi, en fait. Quand tu lis sa biographie sur Wikipédia, c'est un héros de guerre, tout ça, mais j'ai l'impression de voir un peu la biographie de L. Ron Hubbard, où il doit y avoir une partie un petit peu rêvée. Et c'est un homme qui s'est inventé et qui a créé ce personnage étonnant, qu'on voit d'ailleurs dans À bout de souffle, où il Ouais, ouais. pontifie un peu, tu sais. Et moi, j'ai un copain dont le père était très proche de Melville. Enfin, c'était un ami à lui. Et il paraît que dans les années, donc ça devait être les années 60, j'imagine, il n'y avait rien que Melville, mais plus que de venir chercher un de ses amis comme ça pour passer la soirée, en fait, à rouler la nuit dans Paris et d'aller voir les progrès de construction de la Défense, par exemple, tu vois. Parce qu'il Ah était oui. fasciné, il avait l'impression que c'était l'Amérique qui arrivait aux portes de Paris, tu vois, Incroyable. quoi, avec les grands immeubles et tout ça. Tu vois. Donc il paraît qu'il emmenait ses copains voir les travaux de la Défense, et qu'après il passait devant tous les cafés, les cabarets, les trucs comme ça, la coupole, tout ça, la nuit à l'époque. Il adorait ça, il paraît. Ça aussi, c'est touchant. Il rentrait pas à l'intérieur des établissements, il restait à l'extérieur. Tu vois. Mais Philippe, tu vas nous parler maintenant du casting du film, bien sûr, et en particulier d'un homme que tu as très bien connu, Alain Delon, avec qui tu as travaillé pendant 15 ans, je crois, et qui Oui. est au sommet, comme je disais, de sa forme, dans un film où tout d'un coup il devient une star extraordinaire. Bah, Alain Delon, c'est son rôle archétypique. C'est-à-dire, je pense, un jour, il m'avait dit, à ton avis, quand je vais mourir, qu'est-ce que vont dire les premières pages de journaux? Ils vont dire, c'est la mort du guépard ou la mort du samouraï. Donc, c'est-à-dire d'abord, il est très conscient de son image, très conscient médiatique, il est très conscient Attends, Philippe, c'est la mort du Toubib? Non, comment il s'appelait? Il n'y en avait pas un? Ah oui, je t'oublie. Non, c'est pas ça. Bon, donc, ça veut dire que c'est son rôle emblématique, et ça l'est resté hein, depuis. Et j'ai regardé un peu sa filmo, et en fait, c'est la première fois qu'il joue un type taciturne, sans expression, froid, Si, un peu, désincarné. non, non. Bah, Plein Soleil, c'était un peu ça déjà. Ah non, non. Il était très jeune, et puis il était avide, enfin, c'est pas pareil. Le seul film qu'il a Très tourné un froid. peu avant, et qui se rapproche un peu, c'est L'Insoumis, où il joue Mhm. un type calciné de l'intérieur, sans expression. Voilà, disons que c'est la Moi, je première trouve que amorce de Samouraï. Ripley, il y a quand même déjà, c'est le psychopathe, tu vois. Enfin, il y a quand même un mec qui a des rituels aussi, tu vois, qui parle devant son miroir en imitant les autres, tu vois. Il y a déjà Oui, des oui, c'est germes vrai. de ça qui arrivent un peu, quoi. Si on veut remonter beaucoup plus haut, il y a dans son tout premier film, Alain Delon, où il était quasiment amateur, c'était Quand la femme s'en mêle. C'est très drôle parce qu'il joue
un jeune tueur de la pègre qui s'appelle Jeff. Ah ouais? Et il se fait flinguer à la fin. Je l'ai Et jamais donc, vu. celui-là. C'est drôle. Je sais rien, c'est un petit film très marrant avec Edwige Feuillère. Je crois qu'il y avait Bruno Kremer dedans et tout ça. Et pas Belmondo Et, dedans aussi? Non. Non, ça c'est dans Sois belle et tais-toi. Ah voilà. Mais Philippe, tu nous avais donné une clé et tu m'as permis de comprendre un petit peu la relation Melville-Delon quand tu avais parlé à l'occasion du podcast sur Dirty Harry de Eastwood et Don Siegel. Et effectivement, c'est une histoire d'amour. Et il y en a un qui sublime tout d'un coup son acteur et en fait tout d'un coup une star énorme comme Von Sternberg avec Marlène Dietrich. Oui, mais je Et crois c'est- que pour Melville et Siegel là aussi, parce que j'avais lu ses mémoires et je trouvais que ça se rapprochait beaucoup. Il y a comment dire, c'est une magnification de lui-même, Delon. C'est ça. Il se rêve en Delon, Jean-Pierre Melville, comme Encore plus Siegel s'est Melville que rêvé en Siegel, Eastwood. ouais. Ah bah oui, parce que je pense que même dans le portrait du personnage, du samouraï, comme ça, du type solitaire, un peu coupé du monde, tout ça, c'est un peu l'artiste, enfin, c'est un peu le réalisateur, hein, comme C'est Melville ça. qui était enfermé dans ses Tu studios. connais l'histoire du sabre? Tu connais l'histoire du Oui, sabre? oui, C'est bah, très quand joli. il vient il lui Il demande. pitché le scénario, ouais. Il vient lui dit, pitcher venez le lire le scénario chez scénario chez Delon. moi et il lui lit le scénario et l'autre lui dit au bout de 7 ou 10 minutes, il lui dit bon, il n'y a pas un seul dialogue, je le fais, tu vois. Et il lui dit comment ça s'appelle et l'autre lui dit le samouraï et il lui dit de venir dans sa chambre à coucher et là il y a un sabre pendu au mur, tu vois, de samouraï. Hmm. Ah, c'est beau. Philippe, c'est exactement comme aussi John Woo avec Chow Yun-fat. Tout d'un coup, Chow Yun-fat est une version Absolument. Comme John sublimée. Wayne avec John Ford, Voilà. voilà, Et il ce y qui en est a curieux, pas c'est que mal par comme ça. exemple, il paraît qu'il avait proposé en fait le rôle qu'a tenu Lino Ventura dans l'Armée des Ombres à Delon, tu vois, et que Delon l'a refusé. Tu vois, donc Delon a refusé des rôles proposés par Melville, alors qu'on avait ensemble, ils devaient faire un Arsène Lupin aussi, tu vois, qu'ils n'ont pas fait. Donc il y avait Ah. d'autres projets, hein, mais il y en a aussi que Delon a refusé, alors qu'on a l'image d'un Delon complètement, tu vois, prêt à trôner avec Melville, même pour lire l'annuaire, tu vois. Après, a priori, c'est pas vrai, quoi. Intéressant. Nathalie Delon, je crois que c'est son premier rôle. Elle est bien, elle est très belle. C'est une Elle est très très belle bien. femme. Tout le monde en a parlé, mais il y a cette ressemblance extraordinaire Ah avec ouais. Alain Delon. C'est, Ouais. on dirait un frère et Incroyable. une sœur, et c'est incroyable quand ils sont de profil tous les deux. Ah C'est ouais. juste saisissant, quoi. Ils sont jumeaux quasiment. Et elle s'appelait, je crois, Nathalie Barthélémy. Elle a épousé, c'est la seule femme, je crois, hein, que Delon a épousée. Et elle est devenue comédienne avec le samouraï. Et elle est effectivement très bien parce qu'elle a adopté le jeu complètement catatonique et impersonnel de Delon dans le film. Et il se match complètement, quoi. C'est très étonnant. Et Melville, alors, il disait qu'au départ, il avait conçu en fait le rôle de la pianiste que Cathy Rosier joue après pour Nathalie Ouais. Delon. C'est-à-dire qu'il voulait que ce soit Nathalie Delon qui Ah joue le oui. rôle de la pianiste. Et il s'est rendu compte en fait que vu la relation entre les deux, c'était mieux de lui donner la femme en fait qui était prête à aller en prison pour lui donner un alibi, tu vois, en fait que c'était parce que le thème de l'alibi en fait, hein, j'ai oublié de le dire au début, mais c'est ça qui a drivé Melville quand il a écrit le film, c'est-à-dire qu'il voulait faire un film autour de quelqu'un qui est vu de tout le monde, mais qui a un alibi tellement solide que finalement même ceux qui l'ont vu en viennent à douter, tu vois, de ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire que ce truc de l'alibi était la clé en fait la clé de voûte du scénario pour lui. Donc c'est pour ça Petite qu'il y a anecdote. énormément de scènes consacrées à la fabrication de l'alibi, tu vois, tous ces trucs où il vient chez Nathalie Delon, il dit je suis arrivé à telle heure, machin, tu vois, toute cette mise en place comme ça de l'alibi, ça le fascinait, il paraît. C'est vrai. Petite anecdote sur Nathalie Delon que j'ai un peu connue parce qu'elle avait un chalet à Sundance, le deuxième plus beau chalet de Sundance après Robert Redford, que lui avait offert son nouveau compagnon Chris Blackwell, donc l'homme qui avait découvert U2 et Bob Marley. Et elle était donc dans son chalet et un jour elle m'avait raconté qu'elle était à l'aéroport, elle était très jeune, très belle, avec Mick Jagger, dont elle était la maîtresse, donc aussi à l'époque. Et il l'embrasse sur la bouche juste avant de passer la douane. Et tout d'un coup, elle se retrouve avec une grosse boulette d'opium dans la bouche. Et est-ce que Mick Il avait Jagger a fait transvasé ça pour... Est-ce que Mick Jagger a fait ça pour se venger, tu sais, de la célèbre photo où tu vois Delon qui drague Marianne Faithfull et Extraordinaire tu vois photo. Jagger à l'autre bout du canapé qui a l'air d'un chien battu. Oui, en plus, il a deux chaussettes de couleurs différentes, Ouais. Jagger. C'est vraiment... c'est le bout du voyage. Mais Nathalie Delon, ouais, enfin moi ça n'a jamais été une comédienne franchement qui m'a impressionné dans les films qu'elle a fait, mais c'est vrai que dans le Samouraï, elle est vraiment très très bien, quoi. Et c'est sûrement aussi avec ce côté miroir hein, vis-à-vis de Delon, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tellement que ça crée une espèce Elle de a un gémellité côté... fascinante. Laurent, elle m'a fait penser presque à Sharon Tate. C'est une femme sublime, rousse comme ça, tout d'un coup, qui éclaire le cinéma brièvement.
Mais Et- elle est très avantagée par ces scènes avec François Perrier, parce que Perrier, qui était un vieux pro, qui savait tout jouer, qui était vraiment, bon, à mon avis, un immense acteur, Ah oui, sous-estimé. Et je ouais. trouve qu'il lui renvoie la balle et il la rend meilleure dans ces scènes avec elle. Parce qu'il est tout d'un coup, il est odieux, il est machiavélique, il est onctueux, enfin tout ça. Et ça l'oblige à réagir de manière un peu différente, à sortir de son impassibilité. Et je trouve les scènes formidables, les deux scènes qu'elle a avec Perrier. C'est vrai. Petite anecdote sur François Perrier. Mon père, quand il avait 20 ans, lui a mis son poing dans la gueule parce qu'il est arrivé dans, il est arrivé dans un club et Perrier a commencé à se moquer de la fille avec qui il était parce que je crois qu'il voulait être avec elle. Il était bourré, il était extrêmement méchant et mon père lui a mis une pêche. Ah ouais. Mais je voudrais parler un peu de Melville encore. Il est mort à 55 ans, il est mort jeune, Melville. Et il avait Ouais. son studio de la rue Génère. Laurent, tu Ouais. peux nous parler un peu du studio ou qui a brûlé comme le Ouais, The ouais, bah, Shining? c'était donc des studios qui étaient dans le 13e arrondissement, hein, à Paris, dans une rue qui s'appelait la rue Génère, hein, qui à mon avis, existe toujours, je pense, quoi. Donc Ouais. il a tourné, mais je dirais presque tous ses films là-dedans, jusqu'à ce que ces studios brûlent, pendant le tournage du Samouraï d'ailleurs, quoi. Et donc c'est marrant parce que tu vois, toutes les scènes, enfin, tout ce qu'on voit, par exemple, quand Delon sort de son appartement au début, tu vois, et qui ferme la porte et qui prend l'escalier. En fait, ces marches d'escalier, c'est des marches qu'il y a au studio Génère, quoi. C'était, je crois que ça conduisait aux salles de montage. Enfin, il utilisait l'intérieur de ces studios, un petit peu, par exemple, comme Kubrick avait utilisé les cuisines de Elstree pour filmer les cuisines de l'Overlook dans Ah, je Shining. savais D'ailleurs, il y a pas des points ça. communs, hein, je veux dire, entre C'est Kubrick drôle. et Melville, c'était espèce de deux obsessionnels comme ça, qui avaient leur propre studio, qui voulaient complètement recréer la réalité, qui étaient complètement paranoïaques. C'est un peu ce qu'on a eu de plus proche de Kubrick, je pense, dans le cinéma français, c'est Melville, tu vois. C'est pour ça que tu es très intéressé par son cinéma et que L'Armée des Ombres, je Melville crois, est ton film préféré français. je savais que Stanley Kubrick, en fait, aimait énormément un film de Melville, mais qui est pas un des plus connus, en fait. Hein. C'est pas le Samouraï, c'est pas le Cercle Rouge, c'est Bob le Flambeur. Tu vois. Il aimait beaucoup Bob C'est le marrant, Flambeur. hein. Je l'ai vu récemment, le film, c'est très intéressant. Ah oui, c'est bien. Hein. Puisqu'on parle de la rue Génère, je voulais vous parler d'un téléfilm que j'ai découvert. C'est un téléfilm anglais qui s'appelle The Hard Way, Mhm. réalisé par Michael Dryhurst. Et c'est un film dont le directeur photo est Henri Dequet, qui était Ouais, le chef-op du ouais, Samouraï. ouais. Et ils ont recréé des décors intérieurs qui ressemblent énormément au film de Melville. C'est Mhm. l'histoire d'un tueur à gages qui est joué par Patrick McGowan, qui est Ah ouais? que son employeur veut tuer. Le Et prisonnier. l'hôtel où habite Patrick McGowan s'appelle l'hôtel Génère. Donc, Ah ouais. plus de clins d'œil, tu peux pas, quoi. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est Donc, devenu un film mythique, le metteur en scène est mythique, l'acteur est mythique. Ouais, ouais, c'est quand même un film phare. Bon, après, moi, je l'ai revu là avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai toujours aimé le film. Bon, mais après, bon, moi, je comprends qu'on puisse ne pas rentrer dedans, tu vois, parce que c'est quand même extrêmement froid, c'est quand même des décors, tu vois, les décors de l'appartement de Delon, tu vois, enfin, il n'y a rien vraiment qui peut t'inviter à... C'est pas, par exemple, tu vois, il essaye pas, comme Scorsese fait enfin, Schrader font dans Taxi Driver, c'est-à-dire à t'imaginer un peu un passé du personnage qui pourrait justifier cette violence, enfin cette espèce d'occupation de tueur à gages qu'il a choisi, par exemple qu'il aurait pu faire la guerre, je sais pas, en Indochine, tu vois. Non, c'est qu'on ne sait rien, tu vois, du personnage. Donc ça, finalement aussi pour un public, ça rend un petit peu difficile l'identification, hein. C'est-à-dire que mais tu arrives quand même à t'identifier à lui. C'est-à-dire que quand tu le vois Melville disait qu'on commençait à s'identifier à lui dès le début, quand on le voyait regarder son canari dans sa cage. Moi, je trouve que c'est plus après. C'est-à-dire, je trouve quand il vole la voiture, quand tu as ces plans derrière le pare-brise, tu vois, où il y a toutes ces gouttes d'eau, enfin, qui rendent un peu flou son visage et qu'il a cette espèce de regard un petit peu triste, un peu perdu pendant qu'il vole. Je trouve que là, il y a quand même un effet d'empathie. C'est-à-dire, on a l'impression que ce gars, finalement, est pas si mauvais. Il y a quelque chose qui nous pousse un petit peu vers le personnage. Moi, je trouve que c'est à partir de là qu'on peut s'identifier un petit peu à lui, parce que c'est quand même pas un personnage évident hein, auquel s'identifier, mais ça fonctionne quand même, quoi. Je trouve qu'on arrive quand même à s'intéresser à ce personnage et à craindre un peu pour sa vie et à même vouloir qu'il s'en sorte, tu vois. j'ai pensé aussi donc à Tarantino, à Scorsese, qui paraît-il a fait voir tous les films de Melville à son équipe avant de faire Les Infiltrés, tu sais, pour justement ce monde d'hommes, parce qu'il y a très peu de femmes. Et ce sont des cinéphiles fous, quoi. C'est des gens
qui aiment tellement le cinéma et qui passent des heures dans les salles et qui tout d'un coup préfèrent ce monde qu'ils voient sur l'écran que le monde de la vie. Et Ouais, mais je Melville, trouve que chez Melville, il y a une abstraction aussi dans les dialogues, tu vois, c'est-à-dire que Tarantino, tout ça, même si c'est aussi des films qui se passent dans des univers cinématographiques, enfin, c'est des références, je trouve qu'il y a quand même dans le langage une volonté un petit peu de jouer avec des expressions naturalistes. Enfin, alors que là, c'est presque, bon, c'est pas aussi abstrait que chez Bresson, tu vois, quoi, mais il y a un côté quand même dans les phrases que sortent les personnages. C'est pas du tout comme ça que les gens parlent dans la vie, tu vois. Il n'y a pas une recherche de réalisme dans le dialogue, tu vois. Et ça ressemble pas non plus forcément à ce qu'on peut entendre dans le cinéma américain qui pouvait l'inspirer. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui essaye d'imiter, même s'il a des références cinématographiques américaines, c'est quand même un truc où tu as presque l'impression par moment de voir comme si Robert Bresson faisait un polar, tu as un peu l'impression que ça pourrait ressembler à ça, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup. Alors, c'est marrant de voir comment Melville jugeait Pickpocket, hein, par exemple, parce que Pickpocket est un film qui a beaucoup influencé Schrader, par exemple, des metteurs en scène américains comme ça. Mais lui, il trouvait qu'il admirait beaucoup Pickpocket visuellement, tout ça, sur les gestes du pickpocket, où il y a un côté rituel aussi, hein, Pickpocket, etc. Mais il disait que c'était complètement raté à cause des dialogues. Il trouvait que les dialogues étaient ridicules, beaucoup trop littéraires, beaucoup trop écrits, tu vois. Mais les siens ont quand même quelque chose aussi de ça, de cet ordre-là, hein, même si ça va pas aussi loin, quoi. Rien que la réplique la plus connue, je ne perds jamais, jamais vraiment, c'est d'abord, ça ne veut pas dire grand-chose dans la situation, et c'est, enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire par rapport au sujet, mais c'est une réplique qui est restée. C'est-à-dire, c'est dans les purs qu'il y a, on se dit, ça doit avoir un sens caché ou Mais moi, et je ça l'ai révèle. ressorti. Je l'ai ressorti dans un scénario, moi, cette réplique, dans Arsène Ah oui. Lupin. En plus, Arsène Lupin, c'était un truc que devait faire Melville. Il y a une scène dans le film avec Romain Duris, là, où tu vois, il est avec Eva Green et il dit qu'il doit sortir pour aller jouer aux cartes et elle lui dit, tu vas encore perdre. Et il dit, je ne perds jamais, jamais vraiment. c'est drôle. Mais Melville me fait penser aussi à Coppola avec Zoetrope, avec le studio Jenner, ou à Robert Rodriguez Ouais, qui ouais. fait au Texas. C'est des gens qui veulent avoir le contrôle total et créer leur propre studio. Ce que n'a pas fait Kubrick. Il paraît qu'il était bipolaire, Melville. Il était tantôt jovial, tantôt glacial. Mon cul, j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque-là. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol. Ça fait une semaine que j'attends. Moi, je suis un Hier, guignol. j'ai attendu de 8h jusqu'à 11h. Ça m'amuse. Et il ne se parle pas avec Ventura sur l'Armée des Ombres. Il se parle Non. par assistant interposé. Et ça devait être un type quand même pas évident au jour le jour, Melville, quand même. Non, Je crois non, que bah, il y a- Ventura l'appelait la hyène, je crois. Non, mais Ventura, on raconte qu'il y avait quand même, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais on raconte que Ventura aurait eu un passé un peu trouble. Alors je dis pas qu'il était proche des fascistes italiens, hein, mais disons que son amitié énorme, enfin son amitié indéfectible vis-à-vis de José Giovanni, qui était quand même un mec qui avait été arrêté, condamné à mort, qui avait été un peu collabo. Enfin, il paraît que Melville lui en voulait pour ça, qu'il y avait une espèce de relation assez trouble entre Melville et Ventura à cause de l'amitié pour José Giovanni, que Melville avait pourtant adapté lui-même, hein, puisque le deuxième souffle est tiré d'un roman de Giovanni. Mais Giovanni haïssait Melville, tu vois. Donc il y avait une haine entre ces trois personnages, et Melville était pourtant, Ventura était pourtant extrêmement ami avec Giovanni. Donc je pense, il paraît quand même que pendant l'Armée des Ombres, il y avait quand même cette relation avec Giovanni qui a dû un peu pourrir la leur, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils se sont pas parlé. C'était Ventura qui Intéressant. disait. C'était Tavernier, moi je me souviens, qui m'avait raconté ça, parce qu'il était sur le tournage du film, je crois, où il y avait Volker Schlendorf aussi, et il paraît que tu avais Ventura qui disait à un assistant, allez dire à Monsieur Melville que, mais alors que Melville était à 2 mètres de lui, quoi, tu vois, allez dire à Monsieur Melville que je ne veux pas faire ça comme ça, et l'autre après disait, dites à Monsieur Ventura. Ça devait être l'ambiance, tu vois, quoi. Incroyable, incroyable. Il y a un grand fantasme des metteurs en scène, c'est le film muet. C'est tout d'un coup pouvoir faire des longues plages de films où il n'y a pas de dialogue. Et Melville le réussit magnifiquement. Les 10 premières minutes du film sont totalement muettes. Mhm. Et ça passe magnifiquement. Ah Ouais, bah oui. mais ça participe de cette extrême stylisation, si tu veux, qui, moi, il y a Ouais. des trucs qui m'a surpris quand j'ai revu le film, mais vraiment beaucoup, c'est qu'il arrive à un moment donné à nous faire accepter.
voilà, qu'il vit dans un appartement, on dirait un truc qui sort d'Émile Zola. Il n'y parle pas, il est habillé comme dans un film américain de privé. Et tout ça, on finit par l'accepter. Et il y a des moments où j'ai décroché, c'est quand tu le vois sortir en plein jour. Les plans n'étaient pas éclairés, tu vois, c'était presque volé. Et tu vois des grandes affiches publicitaires au mur. Tu vois même dans un kiosque une couverture avec Claude François. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais T'as merde, l'époque on est dans qui quel revient. monde là? Voilà, on est dans quel monde? Il y a un Paris enfin, il y a beaucoup de scènes où tu vois des chantiers de construction. Tu as l'impression que Paris est en train de changer aussi. Tu vois, c'est une espèce de charnière. Tu vois souvent quand ils marchent dans les rues, il y a un immeuble en construction, tu vois, où il y a un terrain vague. Enfin, c'est assez facile. Moi, j'aime bien voir les films français. Tu sais, quand tu revois le paysage urbain et tu mesures à quel point des fois ça a changé. On voit ça par exemple aussi dans un film un peu plus récent qui est le locataire de Polanski. On dirait que j'ai pas du tout de monnaie. T'as bien 100 balles quand même. Tenez, regardez, j'ai que des billets. Tu vas pas faire le radin devant ta fiancée? Et avec Adjani, il marche le long du trou des Halles. Tu sais, quand tu vois le forum des Halles, ça, qui existait pas, mais qui sont en construction. Donc, c'était assez drôle. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que le début, tu sais, quand ce fameux plan d'ouverture du samouraï où tu le vois allongé sur son lit comme ça, et tu sais, il a créé il a fait des espèces, c'est pas les travelling compensés qu'on voit dans Vertigo, mais il y a des espèces de distorsions comme ça où tu sens qu'il avance avec un zoom et il y a un travelling arrière, mais qui l'arrête à mi-chemin, tu vois, enfin, pour créer un espèce de dilatation comme ça de l'image. Et ça fait penser un peu, tu sais, dans les scènes du locataire où t'as le personnage de Polanski qui est dans cette espèce de chambre qui devient immense, tu sais, enfin, des espèces de côté un petit peu surréaliste comme ça. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à ça dans le début du Samouraï, hein, que Polanski avait peut-être été un peu inspiré de ça pour le locataire après, tu vois. C'est très possible. Je voudrais parler un petit peu de Cathy Rosier, Philippe. Elle est très belle. Elle est très belle, elle est très belle. Elle a un visage très expressif, contrairement aux autres acteurs du film. Ouais. Elle est très vivante, quoi. Et Ouais. le rôle est un peu trouble. On ne sait pas si elle le vend. On ne sait pas exactement pourquoi elle l'a pas dénoncé aux flics, si elle était complice avec l'espèce de barman. Melville dit en fait que le personnage de Cathy Rosier, c'est la mort, tu vois, mais comme au sens bergmanien presque, et que la mort tombe amoureuse un peu, tu vois, quoi. C'est-à-dire elle le regarde, elle l'épargne, et que alors c'est pour ça c'est une femme noire avec des vêtements blancs, tu vois. Enfin, il y a tout un truc comme ça sur une stylisation, sur représenter la mort amoureuse, tu vois. Et l'autre, en fait, finalement, il meurt en la regardant, tu vois. C'est parce qu'il est soi-disant est revenu pour la tuer que c'est elle. Donc il y a une espèce de relation un peu. Elle est un personnage un peu une abstraction, tu vois, quoi. Et il disait que le personnage du flic joué par Perrier, c'était le destin, tu vois. C'est un peu comme si tu avais des gros symboles comme ça, c'est-à-dire chaque personnage est un peu le symbole d'une abstraction. Un peu, quoi. Melville est touchant parce qu'il se la pète un peu, effectivement, tout le temps. Ouais. Et ce qui est touchant aussi, c'est qu'effectivement, il s'inspire de plein de choses. Et c'est aussi quand même Javert, ce personnage de Perrier, et cette espèce de relation avec ce Jean Valjean. Et c'est toujours le fat homme qui est en marche. Et on verrait toujours, les deux revers d'une même médaille. Le flic et le gangster, comme tu disais, Laurent, on retrouve ça à travers tous les films après. Et tous les films de super-héros, Batman, c'est le Batman et le Joker, c'est tout, quoi. Ouais, mais c'est sur les références, il y a moi la seule que j'ai vraiment identifiée parce que j'ai pas une culture du cinéma américain de gangster sûrement aussi étendue que celle de Melville, mais il y a quand même une référence qu'on reconnaît, c'est quand ils sont chez les flics avec l'identification, on reconnaît il m'a semblé reconnaître des plans où il imite un peu des plans de Quand la ville dort de Huston. Exactement. Oui, c'est Quand t'as clair. Sterling Hayden qui est identifié là sur le line-up, je pense qu'il a reproduit un petit peu des plans de Quand la ville dort, tu vois. Mais on descend dans le métro, tu as vu, Philippe, c'est très très moderne quand tu as cette espèce de course entre. On pense à Friedkin tout d'un coup, Laurent. C'est quand même étonnant, ça. Oui, non, mais Friedkin, il adorait le samouraï, hein, c'était un de ses films préférés. Donc je pense qu'il y a forcément pensé quand il a fait la scène du métro dans French Connection. Mais il trouvait que Alain Delon, en fait, je sais pas il avait pas l'air d'aimer beaucoup les films de Visconti, mais il trouvait que c'était le film où Alain Delon s'affirmait comme un grand comédien. Bon, je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup avant, hein, quand tu vois Plein Soleil, quand tu vois le Rocco et ses frères, Le Guépard, tu vois. Alors peut-être que pour les Américains, je sais pas, ils l'ont peut-être plus connu avec ce film-là, tu vois.
Mais c'était une époque aussi où Delon pensait, Melville disait qu'il avait déjà proposé, je crois, une fois un rôle à Delon avant Le Samouraï, et que Delon l'avait refusé en disant là, Hollywood m'appelle, tu vois, enfin, je vais faire une carrière américaine et tout ça. Et en gros, il est revenu assez vite, tu vois, de la carrière américaine. Et c'est là qu'il a, comme le deuxième souffle avait été un gros succès, il paraît que c'est Delon qui a fait savoir à Melville qu'il serait tout à fait d'accord pour tourner avec lui, tu vois. Mais il paraît que la première fois, il avait refusé le rôle qu'il lui a proposé pour un film qui s'est pas fait, en fait, je crois. C'est drôle, mais je vais continuer un peu avec le côté influentiel de Melville, parce que c'est comme le Velvet Underground, il y a plein de metteurs en scène qui ont vu ces films et qui, d'un coup, ont eu envie de faire du cinéma. Et il y a un truc quand même qui est un point commun entre Woo, Michael Mann ou Melville, c'est qu'il n'y a pas d'humour. T'as vu, c'est toujours sérieux, Ouais. il y a Oui, aucune c'est vrai. légèreté. Et c'est Ouais. marrant quand Si, tu mais vois que John Woo revendique son amour total pour le samouraï, disant que c'est son film préféré, etc., et qu'il en a fait à sa manière un remake avec The Killer. Ouais. Mais c'est très drôle parce que dans The Killer, ça commence comme le samouraï, c'est-à-dire un contrat dans une boîte de nuit, une nana qui le reconnaît, une pianiste, une chanteuse qui reconnaît le héros, etc., etc. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a. C'est-à-dire après, il construit un scénario complètement alambiqué avec des malfrats, des tueurs, des machins autour du personnage central, alors que le Melville était une épure. C'est-à-dire c'était entièrement autour du personnage, avec des petits personnages autour, mais c'est tout. Lui, c'était vraiment, il a complètement élaboré une histoire. Donc, c'est-à-dire son influence melvillienne, c'était purement sur le personnage, en fait, sur le Ouais. personnage du tueur. C'est Chow Yun-fat Mais est une transposition d'Alain Delon. exactement, mais même de même que Fassbender est une transposition de Fincher, et quand on voit le Killer sur Netflix récemment, Fassbender est nul. Il est aussi mauvais que Delon au début du film, et en fait, c'est une histoire sur des gens qui sont pas très bons à leur métier, mais qui se la jouent un peu quand ils le C'est font. vrai, ouais. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, je trouve que la façon de filmer, quand Melville filme Alain Delon au début, si tu regardes bien, il n'a pas mis en avant sa beauté physique. C'est-à-dire qu'en fait, il est coiffé avec une petite coiffure qui ne le met pas spécialement en valeur. Il est très pâle. Ouais. Il a toujours l'œil un peu mouillé, il n'est pas du tout le tigre dans la jungle, en fait. Il a un petit côté presque enfantin, tout au début, ce qu'il ne met pas en valeur de manière mythique. Tu vois, c'est Mm. pas, voilà, c'est pas comme il a pu filmer Ventura dans Le Deuxième Souffle, où Ventura, c'était carrément l'incarnation du loser de Polar. Enfin, voilà, Bah, t'as quand même, ça n'a là, rien à voir. quand on reparle des rituels, là, juste avant qu'ils sortent, hein, quand tu le vois se mettre devant la glace, mettre le chapeau, tu vois, faire le geste comme ça, le long Mhm. du chapeau, Ouais. enfin, t'as quand même une volonté de le magnifier un peu quand même, enfin, tu vois, de le filmer. Je trouve qu'il y a déjà une fétichisation comme ça dès le début, comme ça. Mais c'est vrai que bon, par moment, il a des expressions où il a l'air un peu crétin. C'est-à-dire, par exemple, quand il regarde Cathy Rosier qui joue, je me souviens dans le cabaret, t'as des plans sur lui où il a l'air un peu d'un demeuré, tu vois. Tu sens que c'est pas forcément le meilleur, la meilleure expression qui favorise à chaque fois, quoi. Mais il est C'est tout le parce- temps beau. Et Philippe et Laurent, j'ai une question à vous poser. Je sais pas si vous pouvez me répondre, mais est-ce que c'est la première fois qu'on voit un héros se soigner au cinéma? Tu sais, ça deviendrait un classique du mec qui, tout d'un coup, après avoir été Mhm. blessé, que ce soit Rambo qui, tout d'un coup, met de la poudre et met le feu à la poudre, c'est de plus en plus violent. Il me semble Mais avoir vu ça dans un western, mais je me ah, c'est rappelle ça. Je pensais que c'était un western. Ouais. je me rappelle plus lequel, où t'as un mec qui est carrément. Tu vois, il y a une scène, je sais pas, c'est pas avec John Wayne, je sais plus, mais un mec qui est blessé, qui est en train de se cautériser Ah, la c'est très blessure possible. avec Je de pense qu'on va nous répondre l'alcool. sur Twitter. Mais est-ce que aussi, vous pensez que c'est du placement de produits quand il y a tout d'un coup des bouteilles d'évian, des gitanes et tout? Ou Ah, alors c'est c'est le pas film? impossible. C'est pas impossible parce qu'on les voit vraiment. Donc, si on les Ouais. voit vraiment, Ah ouais, ouais. Ça, en ça, général, ça moi, quand je participe, tournais des films et qu'il y avait des accessoires comme ça, je retournais l'étiquette, tu vois. Là, ça on les participe voit. aussi ça participe aussi de l'abstraction ou de la stylisation. C'est-à-dire, tu te dis, ce mec a. Tu sais, c'est l'époque où tu avais des consignes, c'est-à-dire que les bouteilles étaient en verre, fallait les rapporter, tu vois. Le Ouais. mec a une vingtaine de bouteilles d'évian en haut de son armoire, tu vois. Il y a des paquets de gitanes aussi. C'est presque obsessionnel, tu vois. T'as le gars qui collectionne les C'est bouteilles les vides. bouteilles d'urine de Howard Hughes, quoi, tout d'un coup. Ouais, il y a un côté, je pense que ça participe un peu du côté complètement obsessionnel, un peu malade du personnage, tu vois, quoi. Et la relation au canari aussi, ça m'a frappé parce en fait, l'espèce de canari, ça lui sert à l'avertir s'il y a des gens qui ont Ouais. visité son appart. Parce que quand il panique, le canari perd ses plumes. Comme dans les Et donc, mines.
Voilà, et que Delon s'en aperçoit et qu'il comprend que quelqu'un est venu. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'à la fin, quand il s'en va et il sait qu'il va mourir, il laisse le canari enfermé dans son appartement. Ouais, bah, que le Ça fait la canari va mort du mourir canari. avec lui. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Mais le film a un côté très figé, très chorégraphié. Et il y a des moments où je me suis demandé qui étaient ces acteurs, parce qu'ils ont l'air très amateurs. Il y en a beaucoup, à part les principaux. Il y en a certains, Ouais, ouais. Alors, déjà, parmi il y en les a flics ou un. les gangsters. Il y en a un qui est identifiable, qui est Michel Boiron, qui est un réalisateur, qui avait tourné avec Delon dans Ouais. Faible Femme, à ses débuts. Et il joue le mafieux en chef que Delon va descendre dans son bureau. D'accord. Donc ça, il y a ça. Ensuite, il y a des gens qu'on n'a jamais vus ailleurs, carrément. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les tronches habituelles, les Dominique Zardi, Henri Attal, Paul Francoeur et ça. On n'a pas du tout ça. C'est des gens complètement inconnus. Mais Ouais. je crois, excuse-moi Philippe, mais je crois que tu t'es trompé. Michel Boiron, en fait, il joue l'amant enfin le mec qui paye pour coucher avec Nathalie Delon, quoi. C'est le gars qui vient, Ah, en c'est ça, gros, pardon. involontairement, lui, il donne son alibi, quoi, tu vois, quoi. Ah oui, Mais t'as il y a des raison, t'as moments, raison. il y a des moments où ce côté acteur qu'on ne connaît pas du tout, et pas du tout répertorié, et pas très payant, mais il y a des moments où c'est bien aussi, c'est quand tout d'un coup ces types arrivent chez lui pour poser des écoutes. Et c'est l'ancêtre tout d'un coup de la surveillance, tu vois. On pense à la conversation, on pense Mm. à tous ces films. Tout d'un coup, il y a aussi tout d'un coup une modernité Oui, mais qu'on c'est n'avait pas drôle vue parce que avant. comme ça se voulait à l'époque extrêmement moderne quand même, cette scène. Ouais. J'adore quand le flic met un émetteur un peu trop gros, alors qu'il le regarde, il enlève le gros et il met un petit à la place. Mais tu as remarqué comme les mecs ont l'air de presque, ça pourrait être des truands, quoi, les deux gars qui viennent Ouais, poser Oui, des c'est oui. bien c'est un fait peu ça. des vieux mecs. Tu pourrais presque croire que c'est des mafieux qui viennent faire exactement le même travail. Tu vois, il y a une façon Il y a aussi ça de aussi, brouiller c'est les cartes. l'âge. L'âge des personnages est incroyable. Vous avez vu dans les boîtes de nuit, c'est que des vieux. Ouais. Les flics sont tous vieux. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand il y a les flics qui viennent faire la vérification d'identité, tu sais, dans la chambre d'hôtel où les mecs jouent aux cartes. Et tu vois, c'est censé être des gangsters, les gars, quoi, des mecs du milieu. Et alors, t'en as un, il dit j'ai la pension d'invalidité 100% de héros de Oui. guerre et tout ça. Et en fait, Melville disait que dans le milieu, il y avait en fait beaucoup de gens. Alors, ça contredit un peu ce qu'il y avait avec Giovanni, hein, mais beaucoup de gens en fait qui avaient eu un comportement assez exemplaire pendant la guerre, quoi, qui avaient été dans la résistance, tu vois. Et on se souvient en fait du fameux Jean Géant qui avait inspiré le personnage de Fernando Rey dans French Ouais, Connection, qui était en absolument. fait qu'on disait que De Gaulle avait laissé tranquille C'est après ça. parce que le Exactement. mec était un héros de la résistance, tu vois, quoi. Ouais, Donc c'est assez ouais. marrant de voir que bon, Melville qui était lui-même quand même un grand résistant et qui s'était battu, qui était allé en Angleterre rejoindre De Gaulle, euh, en fait avait dans cette scène-là glisse un petit peu, tu vois, une indication comme ça sur ces personnages de gens du milieu qui étaient en même temps des grands résistants, quoi, tu vois. C'est vrai. Mais tu as vu, quand ils sont en voiture, il y a une transparence. Et Ouais. moi, j'adore la transparence. Pour moi, c'est le cinéma, la transparence. Si je devais faire une scène de voiture, je ferais une transparence maintenant. Je ferais pas du tout un truc réel, quoi. Ouais, ouais. Moi, je l'ai fait, Mais il moi, faisait je l'ai ça, fait aussi. C'est vrai que tu as un confort de tournage que tu n'as pas en vrai, parce qu'en vrai, c'est la mais voiture travelling, ça bouge dans tous les sens, il faisait ça ça fait tout le du temps. De toute bruit. façon, Melville, il faisait ça même quand c'était plus la Bien sûr, mode mais de faire moi, ça. j'ai fait aussi de la voiture travelling et de la transparence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est totalement artificiel, mais c'est pas grave. C'est très, très beau. Oui, oui, moi, ça me va aussi. Ouais. Bah, Hitchcock faisait ça quasiment tout le temps aussi. Mais le problème avec la transparence, c'est un peu comme avec les maquettes, tu sais, quand tu fais des plans sur des villes endormies, tout ça. Dans les films en noir et blanc, ça passait. La couleur, en fait, a montré l'artifice. C'est-à-dire que Ah, quand c'est tu, drôle. quand tu vois les transparences en couleur, tu les vois beaucoup plus finalement qu'en noir et blanc, tu vois. C'est-à-dire, donc, Ouais. Et souvent, on avait dit à Hitchcock, faut que tu arrêtes de faire des transparences parce qu'avec la couleur, là, c'est vraiment, ça saute comme le nez au milieu du visage, mais ils s'en foutaient, ils continuaient à le faire quand même, quoi. Ouais, comme la scène dans Orange Mécanique quand ils sont en voiture, hein. C'est Ah ouais, ouais. totalement. Ou Shining, enfin, quand tu vois, ouais, enfin, ça se voit moins, Exactement. mais quand ils vont à l'Overlook au début, en fait, ils ont tourné C'est ça, vrai. je crois, juste à côté de la table où Nicholson écrit son roman, c'est-à-dire qu'ils ont C'est reconstitué vrai. l'intérieur d'une bagnole là-dedans, quoi. Mais Philippe, pour parler des acteurs, je trouve que tout le monde, et en particulier Delon, a une espèce d'élocution robotique, Hmm. sauf François Perrier qui est extrêmement naturel. Ils vivent dans deux univers parallèles qui ne C'est se fou. croisent pratiquement jamais.
Ouais. Et c'est vrai, quand tu vois les scènes au début de l'identification où Perrier parle avec Delon, ils sont face à face, enfin, c'est Ouais. surtout Perrier qui parle et pas Delon. Ouais. Tu as l'impression de deux films qui n'arrivent jamais à se rejoindre. C'est-à-dire, tu as un polar à peu près réaliste à la française des années 60, confronté à une espèce de fantôme qui est le samouraï, qui est habillé comme dans un film américain et qui ne réagit pas vraiment à ce que lui dit l'autre, comme s'ils étaient décalés tous les deux dans deux univers. Voilà. C'est très étrange, ce truc. C'est quand il dit je n'ai jamais porté de chapeau de ma vie. Tu vois, des espèces de phrases comme ça. Mettez le chapeau. Ouais. Je n'ai jamais porté de chapeau de ma vie. Et par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est là tout le début, enfin, quand il n'y a pas de dialogue, tu sais, quand il arrive chez le mec qui lui change les plaques d'immatriculation, qui va lui donner Ouais. le flingue. Et tout ça. En fait, le mec en question, ce mécanicien là qu'on voit donc, qui fait qui donne le pistolet à Jeff et qui lui change les Ouais. plaques, c'est en fait Ouais. un copain de Melville, je crois, c'est pas du tout un acteur. Et le gars, en fait, était en phase terminale de cancer, c'est-à-dire qu'il était en train de mourir, en fait, l'acteur. Et d'ailleurs, il y a une scène après, je crois la deuxième fois, quand il lui dit Jeff, c'est la dernière fois, et t'as Delon qui dit la dernière fois, ou je sais pas, ou c'est compris. Et en fait, le mec est mort 2 jours après, il paraît, quoi. Tu vois, en fait, Wow. enfin, peut-être pas 2 jours après, mais il est mort avant la sortie du film, quoi. Tu vois. On Et voit t'as pas dans remarqué French- quand il arrive en voiture, quand il va chez ce mécanicien, donc après avoir volé la voiture, en fait, il y a cette espèce de garage hyper étroit, et il rentre à toute vitesse dans la bagnole comme ça, tu vois, Ouais. mais genre d'un coup comme ça. Et il paraît que Delon Melville. l'avait fait, alors qu'il avait dit, Melville lui avait dit, tu vas rentrer, mais enfin, il voulait accélérer, en fait, il voulait faire un trucage en lui disant, va très lentement, et je ferai un trucage pour faire croire qu'elle rentre très vite. Et en fait, l'autre, il est allé à fond, tu vois, et il paraît que c'est passé à 1 centimètre de côté, mais qu'il est rentré parfaitement, quoi. Pourtant, Incroyable. c'est en deux plans. Justement, je connais l'anecdote de cette entrée de voiture, mais en fait, il y a deux plans à chaque fois. Tu as le plan large où il prend le truc, il rentre à moitié dans le port, et après, on est dans l'intérieur et on le voit Ouais. finir de rentrer. Effectivement. Donc, ouais. C'est pas un seul plan, tu as raison. Non, non, non. Mais il y a ce qui est très difficile à filmer dans les films, c'est un commissariat. Tout d'un coup, on est tout de suite dans un téléfilm quand on filme un commissariat. Et là, il y arrive parce qu'on est dans un film de Tati. T'as vu, c'est quelque chose d'abstrait. C'est du C'est pas du studio. tout, et ouais, c'est pas du tout réaliste, ouais. Voilà, pas du Ouais. tout réaliste. Et ça, c'est très très beau. Il y a un truc qui est un peu ridicule, c'est qu'il a dit que faire du cinéma, c'était le métier le plus dangereux du monde. C'est comme quand Yves Robert avait dit les gens qui s'embrassent, c'est les mafieux, les pompiers et les gens qui font du cinéma. Mais c'est parce qu'ils sont en danger de mort. Mais c'est pas vrai. C'est beaucoup plus dangereux d'être un pompier que de faire du cinéma. C'est Ouais. sûr. Donc il y a toujours ce côté, ce rêve d'être quelqu'un d'autre, d'être un Chez super-héros. Melville, c'est aveuglant, hein, cette envie de Ouais. se transcender, de transcender ses films, de lui-même, je te dis, puisqu'il s'identifie à Delon, il s'identifie à Ventura. C'est une C'est fou. manière Voilà, et puis ce déguisement qu'il avait, parce que c'est quand même un déguisement, tu vois, Incroyable. le Stetson et les lunettes noires, c'était quand même, fallait le trouver, tu vois. Il apparaît tel quel dans le film de Godard, À bout de souffle, Ouais. où il joue à peu près son propre rôle et où il a ce look incroyable, unique. C'est vrai. Il y a des petites Ah. touches, si tu veux, dans la manière de caractériser le personnage. Par exemple, moi, j'ai toujours été intrigué par la scène, tu sais, où après avoir volé la bagnole, il s'arrête à un feu rouge et tu as une autre voiture qui s'arrête à côté Oui. et on voit une femme, tu vois, qui est au volant et qui a l'air de chercher son regard. Alors, on a presque l'impression que c'est une femme qui voudrait le draguer un peu, tu vois, Oui, comme oui. ça. Et on Et voit moi- l'autre derrière sa vitre couverte de gouttelettes d'eau, tu vois, qui lui jette juste un regard comme ça et qui même pas essaye même pas de répondre à ses avances et s'en va. Et tu vois la fille après un gros plan sur la fille derrière son volant, tu vois, qui est déçue, genre ah putain, tu vois. Et en fait, c'est pour Melville, c'était une manière de montrer que le gars était, tu vois, dans une mission, c'est-à-dire qu'il y avait rien qui pouvait le détourner, tu vois, de son objectif comme ça, complètement. Moi, je l'ai vécu cette fois. J'ai beaucoup aimé ce petit morceau de film qui, a priori, sert à rien. Mais ça sert à quelque chose. Ça sert à montrer qu'il est plus dans le monde des vivants. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est justement dans son univers. Cette fille, elle lui offre peut-être une nuit d'amour ou une relation. Et il la regarde même pas, quoi. C'est-à-dire, c'est un petit regard en biais. Il est blanc. Il a des gouttelettes qu'il cache à moitié. Et je trouve qu'il y a un côté très symbolique là-dedans on ne fait pas partie du même univers, quoi. Ouais. Il est déjà mort. Il est de l'autre côté du Styx. Les gouttelettes sur Exactement. la rivière. Ouais, exactement. Ouais.
Mais ce qui est beau aussi, c'est que cette déesse est tellement fétichisée que c'est la Batmobile. T'as vu, il avance comme ça tout d'un coup. Et c'est un personnage qui est plus grand que la vie. Et ça, c'est magnifique. Et c'est du cinéma. Il meurt à la fin, comme toujours, Philippe. Ouais. Delon, il est mort un nombre incalculable de fois. Je crois qu'il adorait ça. Ouais. Et C'est j'aime fou. beaucoup la façon dont il agonise. C'est-à-dire, il a la balle, il met sa main sur sa gorge. Comme ça, il regarde en l'air, il a le sang qui coule de la bouche. Et on dirait un balai presque. Tu sais, il tombe tout doucement en arrière. Incroyable. C'est Mais très ils ont fait étonnant. tu savais qu'ils avaient fait 2 versions de la mort de... Avec le sourire. Voilà, Ouais, il y en a raconte. une avec le sourire et une après Ouais. sans. Il a gardé celle sans. Et il paraît que par contre, tu as des photos de tournage où tu le vois mourir avec un sourire, tu vois, quoi. Qui viennent en fait Incroyable. de Mais il cette paraît que première parce que ça prise. avait déjà été fait dans un autre film de Delon où il mourait avec un sourire, apparemment. Et C'est t'as pour vu ça que comme il a Melville- des gants blancs, quoi, quand il met ses gants blancs. En fait, c'est des gants de monteuse. Tu vois, les gants que Ouais. tu utilises au C'est montage. drôle. Mais ce Mais personnage de tueur est incroyablement peu invisible avec ses gants blancs et son chapeau. c'est ce Et que on le j'allais voit dire. tout le J'ai temps. dit, tu peux Ouais. pas être plus repérable que ça, Ah quoi. bah ouais. Et beau comme Déjà. un dieu en plus. Voilà, la beauté de Delon, son chapeau, son impair, ses gants. Même s'il savait pas que c'était un tueur, comment tu veux ne pas t'en souvenir, quoi. Et t'as des scènes, par exemple, dans l'écriture, c'est pas mal fait. C'est-à-dire que quand tu vois le mec, bon, Jeff Costello, quand il vient tuer le type dans le nightclub, hein, et après il revient dans le nightclub hein, pour voir la pianiste. Et donc tu te dis, le mec, bon, va prendre le risque hein, quand même de revenir. Et tu penses à cette expression, tu sais, l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Et tu y penses quand tu le vois arriver. Et tout de C'est suite, vrai. tu as le barman en le voyant qui dit si vous étiez l'assassin, on dirait l'assassin revient sur les lieux du crime. Donc tu as l'impression que Melville sait que le spectateur, enfin que le spectateur de l'époque, va penser à ça, tu vois, et le fait dire par un personnage. Et en fait, il racontait il avait eu l'idée de ça quand il était allé voir une pièce, je crois, je sais plus de qui, une pièce qui s'appelle La Grotte. Je crois il le dit dans les entretiens avec Rui Nogueira. Il voit un truc sur la scène qui lui fait penser à Pirandello. Donc il dit qu'il se tourne vers sa femme et qui dit ah, Pirandello, tu vois. Et tout d'un coup, il paraît que le personnage de la pièce dit j'ai entendu quelqu'un dire Pirandello. Comme si l'auteur avait prévu que le spectateur pense à ça, tu vois. Donc c'est C'est quand même drôle. assez élaboré. Bon, aujourd'hui, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui penseraient à l'assassin revient sur les lieux du crime, mais il paraît qu'il l'avait fait qu'en un clin d'œil, qu'il y a un personnage qui vienne dire ce que le spectateur, la phrase à laquelle le spectateur penserait dans la Et situation. je pense que que ce soit la pianiste ou le barman, tout le monde est amoureux de Delon. Il est trop beau, quoi. Il y a une espèce de charisme trop fort. Et cette scène du bar m'a fait penser, Laurent, tu parlais de Kubrick, au Korova Milk, au lait, au bar du Korova un petit peu. Avec cette Moi, ce qui m'a fait penser à artificialité. Kubrick dans le Samouraï, c'est des trucs, si tu veux, dans des gros plans, c'est-à-dire, et qui peuvent. T'as des gros plans par moment la scène du line-up de l'identification de police, hein, quand il y a les différents personnages qui ont été ramassés parce qu'ils ont été arrêtés avec une arme sur eux, tu vois. Et t'as des trucs où t'as le flic qui dit à un mec qui est venu avec sa femme, qui a été arrêté avec sa femme, qui dit eh, mais vous avez été arrêté avec un pistolet. Enfin, pourquoi vous vous baladez avec un pistolet à Paris? Alors, t'as le mec qui dit, bah, c'est pas sûr les rues par les temps qui courent, tu vois. Et l'autre, tout d'un coup, t'as une phrase de Perrier du flic qui dit, vous avez été arrêté 3 fois pour attentat à la pudeur, pour avoir violé une petite fille et tout ça. Et t'as des gros plans à ce moment-là sur le mec, tu sais, impassible. Il est bien le mec, hein. Il joue Et bien dans le les mec. gros plans, les gros plans comme ça du mec impassible qui se voit en fait asséner sa vérité, il y a quelque chose d'assez kubrickien, c'est-à-dire comme par exemple, je me souviens des plans de Full Metal Jacket où tu vois un des Marines quand il regarde le gros se faire humilier par le sergent, il y a une espèce de plan comme ça extrêmement froid, tu vois, sur le personnage. Et dans ces gros plans-là, il y a quelque chose presque un peu kubrickien, quoi. C'est drôle. Avant l'heure presque. Ou alors Et Kubrick aussi, est melvillien, je sais pas, tu vois, je sais pas ou dans aussi quel les sens. polars de Kubrick. Les polars de Kubrick aussi. Ah bah oui, non, mais je suis sûr qu'il aimait beaucoup, comme il aimait quand la ville dort, j'imagine qu'il devait aimer l'Ultime Razzia aussi, si tu veux. Mais j'ai jamais trouvé vraiment des phrases de Melville parlant vraiment de films précis de Kubrick. Il disait, je me souviens à un moment que
Alors, il disait un truc, Melville, qui était assez marrant, c'est qu'il disait que pour dépeindre la vie de gens immoraux ou de criminels, comme lui faisait souvent, il fallait dans la vie être absolument moralement irréprochable. Si tu veux. Et qui disait que quelqu'un qui avait une vie dissolue, qui vivait dans l'illégalité, dans le strup, un metteur en scène ne pouvait pas bien restituer ce qu'était la vie d'un criminel à l'écran. Ce qui se discute vraiment. Bien, merci messieurs et Buddies pour ce voyage dans le Paris noir fantasmé de Jean-Pierre Melville. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Et alors, on va chaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, je n'ai jamais de catchphrase. Jamais vraiment. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, surnommé également Alain Delon, parce que j'ai fait 2 longs métrages seulement. Il y a aussi Alain Et Delon. Alain de loin. Et maintenant, il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du podcasteur, si ce n'est celle d'un tigre dans la jungle. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Attends. Peut-être. À toi. Oui, alors il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que cette fameuse phrase qu'on voit au début du film, hein, qui est de cette citation normalement du code du Bushido des samouraïs, c'est un truc que Melville a complètement inventé, quoi. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a inventé, en fait. Il y a un film qu'on a oublié de citer, parce qu'on a cité The Killer et tout ça, mais Driver de Walter Hill, tu vois, est un film qui est très influencé par le samouraï. C'est vrai, Laurent, ouais. aussi Drive de Ref Vijnik. Oui, qui est influencé par Driver, du coup. Et aussi Ghost of the... Ghost Machine. comment ça s'appelait Samurai... Ghost Dog. Ghost Dog. Ouais. Et le flingueur de Michael Winner aussi. Oui, avec l'absence de dialogue pendant je sais pas combien de temps dans le début. Ouais. Mais dans le personnage d'Adjani de Driver, c'est quasiment presque comme Cathy Rosier dans le Samouraï, tu vois, parce qu'elle le voit, elle l'identifie pas après, tu vois. Enfin, il y a tout un jeu de dupe où finalement elle le double aussi à la fin. Enfin, elle le tue pas, mais elle le double. Et le jeu vidéo Hitman, extraordinaire jeu vidéo qui s'inspire aussi du film. C'est incroyable quand même, toutes les influences du film. Comme je dis tout à l'heure, c'est le personnage. Je crois que c'est plus que le film, c'est le personnage qui a fasciné les gens sur une durée de temps incroyable. Cette espèce d'ange de la mort, comme ça, dont on ne sait rien. T'as même une chanson de Madonna sur lui, tellement elle a été fascinée. C'est Brando, quoi. Tout d'un coup, c'est Bronson, c'est Brando, c'est une icône, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Mais Bronson, il avait quand même une tronche de mauvais garçon, tu vois. L'autre, il a cette espèce de côté angélique, un peu c'est vrai. de la mort, un peu. Hein, tu vois. C'est pour ça que les Asiatiques, je crois, ça a dû beaucoup leur plaire, parce que Delon a quelque chose d'un peu d'asiatique aussi dans le visage, hein, presque. Si tu veux. C'est vrai.